Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. En première partie, nous allons commenter la dernière actualité concernant le Sahara marocain. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, vient d'adresser des invitations pour une rencontre à Genève aux 4 parties que sont le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Rendez-vous donc est donné aux 4 délégations pour une table ronde les 4 et 5 décembre à Genève et il s'agira de la première du genre depuis 2012. Qu'en est-il de cette invitation? Quelles avancées implique-t-elle dans le processus de règlement de ce dossier vieux aujourd'hui de près de 43 ans? Comment réagira l'Algérie? Réponse avec nos invités. En seconde partie, nous reviendrons sur un sujet que nous avions évoqué la semaine dernière, à savoir l'état de la majorité gouvernementale conduite par le chef du gouvernement et du PJD, Saad El Othmani. Cela a commencé par les attaques du RNI contre le PJD, puis cela s'est poursuivi par les communiqués du PPS et de l'USFP, appelant au calme avec une sorte de regret face à la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la majorité. Et précisément, quel est l'état de la majorité gouvernementale aujourd'hui? Avec nous pour répondre à ces questions, Naïm Kamal, directeur de Kouid.ma. Bienvenue. Driss Issaoui, analyste politique, bienvenue aussi. Et Abdelhamid Belkhtab, professeur de sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat, bienvenue et merci à vous d'être avec nous. L'ancien président allemand et actuel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, a donc adressé des invitations aux 4 parties prenantes dans l'affaire du Sahara. Une réponse doit être donnée par chacun d'eux avant le 20 octobre, c'est-à-dire une semaine à 10 jours avant la discussion du rapport de Köhler devant le Conseil de sécurité. Driss Issaoui, on commence par vous. En quoi ces invitations apportent-elles du nouveau dans ce conflit vieux d'un demi-siècle, près d'un demi-siècle, dans la forme et dans le fond? En fait, c'est une invitation qui vient mettre en place une nouvelle dynamique. C'est un dossier, vous l'avez souligné, depuis 2012, il n'y a pas eu... On est resté sur des positions de principe de toutes les parties, particulièrement du côté du Polisario et du côté de l'Algérie, se refusant à toute ouverture de dialogue par rapport à cela. Le Maroc a toujours appelé à ce qu'il y ait justement un dialogue politique. Et le règlement devrait se faire. Et d'ailleurs, il y a eu de grosses difficultés pour pouvoir maintenir le cap. À savoir qu'il y a eu des manipulations au niveau de l'Union africaine pour essayer de l'intégrer sur ce dossier. La question des droits de l'homme qui a été évoquée pour justement demander à l'ONU d'étendre ce dossier à cet aspect-là. Tout cela, le Maroc a bien manœuvré. Il a été très ferme sur ses positions. Je pense que la position de fermeté a payé parce que la nouvelle dynamique avec le nouveau secrétaire général des Nations Unies était attendue. Et effectivement, depuis ce moment, il y a eu un nouveau envoyé spécial qui a eu des rounds de discussion en aparté avec chaque partie. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses ont mûri et que les parties devraient, en principe, partir sur un bon pied pour pouvoir au moins, vous avez parlé d'une table ronde, c'est-à-dire que c'est une discussion sur les principes qui permettra à ce moment-là de dire est-ce que les parties prenantes vont aller vers des négociations politiques ou non. Et donc ça, on ne sait pas jusqu'à maintenant de quoi les choses seront faites. Une première prise de contact devant le nouvel envoyé spécial Naïm. Un mandat MINURSO renouvelé donc pour 6 mois seulement, au terme de la résolution 2414 du 28 avril 2018. Des promesses d'avancée, une région sahélienne bousculée par l'immigration, par le terrorisme, par une aridité de plus en plus marquée des terres. Est-ce que ces facteurs ne devraient pas pousser l'ONU à regarder ce conflit, à appréhender ce conflit pour ce qu'il est, c'est-à-dire un conflit, un antagonisme entre le Maroc et l'Algérie? Un foyer d'infection. On peut dire ça comme ça. C'est certain qu'avec tout ce qui se passe, d'abord il y a la tension bilatérale, il faut appeler les choses par leur nom, qui est une tension algéro-marocaine, toujours nourrie par Alger. Et on voit toutes les attitudes ou toutes les postures de belligérance pratiquement qu'adopte parfois Alger pour essayer de dire qu'on est là, tout en disant qu'elle n'a rien à voir avec ce dossier. Ensuite, il y a un problème fondamental qui au fil des années, on n'arrive pas à résoudre, c'est la région sahélienne qui est devenue, et qui va certainement s'amplifier. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU lui-même l'assure, de plus en plus comme une zone à haut risque. Et donc, si on veut, disons, circonscrire ce foyer d'infection, il faut au moins essayer de l'amputer. J'utilise le terme amputer parce qu'il faudra peut-être passer par une scie
de ce qui peut le surinfecter. Et ce qui peut le surinfecter, c'est une remontée de la tension dans la région, notamment entre le Maroc et l'Algérie, parce que, encore une fois, c'est entre le Maroc et l'Algérie, le Polisario n'étant qu'un proxy dans cette histoire. C'est une position que le Maroc a développée, que les puissances savent. Tout le monde sait. Mais bon, la diplomatie a ses raisons que la raison ignore. Et d'ailleurs, cette manière de vouloir créer beaucoup de pression en donnant à la MINURSO, qui est malgré ses faiblesses, malgré ses défaillances, malgré les erreurs et ses errements par le passé, constitue un élément de baisse de tension dans la région, de réduire son mandat à 6 mois, puis de le reconduire tous les 6 mois, n'est pas une véritable solution. Et c'est pour cela que le secrétaire général, je crois, dans la perspective de la résolution prévue pour le 29 octobre, va aller pour demander une prorogation d'une année pour donner le temps, parce que j'ai l'impression que lui-même ainsi que son envoyé personnel Horst Kohler sont en train de se rendre compte que le problème est beaucoup plus compliqué à résoudre, notamment Kohler, et que ça ne peut pas se résoudre par beaucoup de volontarisme, dont essaie de faire preuve Horst Kohler, et qu'il va falloir tenir compte des uns et des autres et essayer de les amener à discuter, pour ne pas dire négocier sérieusement, mais négocier avec et entre les véritables protagonistes. Et c'est pour cela d'ailleurs que Guterres est en train de dire qu'il faut donner au processus un peu plus de temps que 6 mois pour permettre à lui-même et à son envoyé personnel d'enclencher une véritable dynamique qui pourrait aboutir à une solution, quoique on pourrait d'ores et déjà parier que ce n'est pas pour demain. Alors, vous parlez en creux de la résistance d'Alger à s'impliquer et à régler le problème. Et l'Algérie, donc, comme le suggère la résolution... À s'impliquer dans la solution, parce qu'elle est impliquée dans le problème. D'accord. Donc, la résolution 2414 par trois fois, insiste sur les États voisins pour qu'ils s'impliquent plus et mieux dans le conflit. On peut donc considérer que l'Algérie est quelque part directement impliquée dans ce conflit. Alors, Abdelhamid Ben Khattab, en quoi cette réunion qui devrait avoir lieu à Genève, si elle se tient, est-elle différente de celle de Manhasset en 2012 qui n'avait pas servi à grand-chose? Et quelles en sont les nouvelles donnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est passé quand même de grandes choses depuis 2012 en Algérie et au Maroc. Oui. À Manas, c'était des négociations directes entre le Maroc et le Polisario. Et après tant d'années, on s'est aperçu rapidement que ces négociations n'avaient pas vraiment abouti. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu aussi au Maroc que le Polisario n'était pas souverain et n'avait pas de solution à apporter, alors que le Maroc l'avait fait. Et j'ai l'impression depuis que le Maroc peut-être a été trop honnête dans cette affaire-là, parce qu'à un moment donné, pour avancer les négociations, il a proposé le plan d'autonomie. Alors que, oui, il a proposé le plan d'autonomie, alors que les négociations n'étaient qu'à leur début. Maintenant, ce qui est nouveau, nous ne sommes pas devant des négociations, nous sommes devant des pourparlers préliminaires, en quelque sorte. Nous sommes devant des négociations préliminaires pour voir quels sont d'ailleurs les points sur lesquels on peut se mettre d'accord pour entamer de véritables négociations. Pourquoi? Parce que depuis 2012 jusqu'à maintenant, on a observé une certaine inertie dans la situation, rien ne change, et dans ce cas-là, l'ONU a, je crois que ce qui est nouveau chez le secrétaire général, c'est cette volonté de vouloir un peu introduire une dynamique dans cette affaire-là pour la résoudre. La question, est-ce que la situation est propice pour des négociations? Vu la situation, vu la position tranchée du Polisario, mais aussi de l'Algérie, on voit très bien que nous sommes loin d'une volonté sérieuse d'entamer la résolution finale.
Donc on voit très bien que dans toute l'affaire, le Maroc a été trop honnête, je crois, dans cette affaire-là, et que je crois actuellement qu'il est temps peut-être de revoir notre manière de négocier avec les autres parties. On voit très bien que l'Algérie se retranche derrière cette fameuse idée de référendum, alors que le référendum s'est avéré inopérationnel. On voit très bien aussi qu'une résolution ne peut être, de cette affaire-là, ne peut être qu'au politique, puisque le droit international n'apporte pas véritablement de grandes solutions à l'affaire. Donc on voit très bien que seules les négociations, de véritables négociations entre toutes les parties, notamment entre le Maroc, l'Algérie, le Polisario, mais aussi la Mauritanie, est le seul moyen pour apporter une solution finale à ce problème. Abdelhamid Mekhtab, on reste avec vous. Le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita avait rencontré le représentant, l'émissaire d'Antonio Guterres, donc Horst Köhler, à Lisbonne en début d'année. Quel a été l'intérêt de cette réunion qui a précédé justement la résolution? Vous savez, l'envoyé spécial de l'ONU est en train de chercher maintenant, et s'est aperçu aussi de la gravité de la situation, mais aussi de la complexité de faire introduire une dynamique dans cette affaire-là. Et on voit très bien qu'il est en train de tâtonner par-ci, par-là pour voir quelles sont les intentions de chaque partie, mais aussi de voir quelles sont les dispositions à prendre pour justement organiser des négociations sérieuses. Parce que les négociations, sans une volonté préalable de résoudre le problème, n'ont pas un intérêt particulier, n'ont aucun intérêt d'ailleurs. Voilà. Bien, quand on lit la résolution 2414, on voit que, alors je vous lis une partie, donc le Conseil de sécurité engage les parties dans ce contexte à faire preuve d'une plus grande volonté politique de parvenir à une solution, en faisant preuve de réalisme et d'un esprit de compromis, en encourageant l'autre les pays voisins à contribuer au processus. Réalisme, on va s'arrêter sur ce terme. Quand un État engage 8 milliards de dollars dans un territoire peuplé de 200 000 habitants, est-ce que ce n'est pas du réalisme, ça? C'est du concret. C'est du concret parce que le Maroc... réalisme, donc. Écoutez, la position marocaine, elle est très claire. Le Maroc, il est sur son territoire. Il a récupéré des terrains qui étaient spoliés. Et pour donner, c'est-à-dire que, comme toutes les autres parties du territoire, le Maroc a engagé une véritable vision de développement de ces provinces. En mettant sur la table 8 milliards, ça veut dire que nous sommes dans une logique d'avenir, dans une logique de prise en compte de la demande sociale au sein, disons, parmi les populations dans ces provinces-là. Et on ne peut pas, c'est-à-dire, disons, quant au rapport du secrétaire général, quand il parle de réalisme, cela veut dire que ça regroupe un certain nombre de choses. C'est une problématique complexe et générale. Il y a, disons, ce qui se passe au niveau du Sahel. Et le Maroc, depuis très longtemps, a demandé à ce qu'il y ait une coopération intra-régionale entre l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, pour pouvoir enrayer justement ce fléau. Et jamais il n'a été entendu. Et les cercles de discussion ont été... Le processus de Lima. Absolument. C'était d'abord le processus de Lima, ensuite le 5+5, etc. Donc tout le temps, il a appelé à ce qu'on le fasse. Personne n'a voulu prendre en considération cela, et on a vu à quoi ça a mené. Le réalisme, c'est ça. Le réalisme, c'est aussi l'avenir de ces provinces-là, qui aujourd'hui sont sous souveraineté marocaine. On ne peut pas l'enlever. Et la proposition d'un plan d'autonomie pour ces territoires-là a été pensée et réfléchie dans le cadre d'une grande dynamique de régionalisation avancée que le Maroc est en train d'appliquer sur tout son territoire. Et le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, a toujours dit que les provinces sahariennes seront véritablement, disons, la tête de pont de ces changements structurels que le Maroc, sur le plan institutionnel, que l'on devrait voir venir. Maintenant, il y a un travail de fond qui est fait sur l'investissement en infrastructure, sur l'éducation, sur la santé, sur les droits de l'homme, ne l'oublions pas. Sur les droits de l'homme, le Conseil national des droits de l'homme est très présent et il a démontré par le concret comme quoi toutes ces problématiques sont prises en charge. Donc on n'a pas besoin d'un observateur extérieur pour venir attester de cela. C'est-à-dire, vous avez parlé
de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et l'envoyé personnel du secrétaire général. Je pense, à Lisbonne, ça a été un déclencheur pour dire que le Maroc est prêt. Et la même chose devait être lue par ailleurs. Et le nouveau secrétaire général, enfin maintenant Guterres, c'est le secrétaire général des Nations Unies, a besoin d'avoir du concret sur ce dossier-là. Ça a trop duré, c'est une hémorragie d'argent pour le budget des Nations Unies. Maintenir la MINURSO, ça coûte plusieurs millions de dollars. 53 millions de dollars, ce qui est énorme. D'autant plus que nous avons les États-Unis qui sont en train d'appeler à une meilleure rationalisation des fonds affectés aux opérations de maintien de la paix. D'ailleurs, ils ont même enlevé tout ce qui touche, mais ça c'est une position idéologique. Leur noix, ils ont même enlevé toutes leurs subventions. Aujourd'hui, on est devant cette complexité que les acteurs... Parce qu'en fait, quand le Polisario, quand il commence à faire l'exégèse de ces dernières informations, ils vous disent « Ah, le communiqué du secrétaire général parle de négociations, de discussions sans préalable, donc sans préconditions. » Ça veut dire que la question du plan d'autonomie ne sera pas posée. Non, le Maroc, il tient à cela parce que c'est une idée, c'est une proposition réaliste qui a fait du chemin, qui est accepté par un certain nombre de puissances et qui permettra d'ouvrir les perspectives grandes pour faire justement de la résolution de ce conflit factice une sortie honorable pour tout le monde. Et il y a du travail à faire. Il y a du travail parce que les provinces sahariennes, leur arrière-pays, c'est la Mauritanie. Leur arrière-pays, c'est Tindouf et les autres régions. S'il y a un développement qui se crée avec la participation des habitants sahraouis, avec tout ce qui va se développer comme étant un pôle d'excellence au niveau de ces territoires, tout le monde va en profiter. Et c'est ça la vision qui devrait primer. Alors qu'aujourd'hui, on est sur des positions de principe qui, l'Algérie, je ne suis pas impliqué, je ne soutiens qu'un principe. Précisément, je reviens à la fameuse résolution la 2414, Naïm. Et on reste sur l'aspect économique. Et vous parlez tout à l'heure de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Alors il est dit donc dans le préambule, la solution politique de ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe contribuera à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel, ce qui créerait des emplois et favoriserait la croissance ainsi que des possibilités pour tous les habitants de la région. C'est la première fois que dans une résolution de l'ONU, on parle avec autant d'insistance de l'Union du Maghreb arabe. Alors on met ce passage avec les fameux 8 milliards dont je parlais, et vous parlez de l'UMA. Quel commentaire vous avez sur ça? Non, je vais revenir, cela va de soi, mais je voudrais revenir à une brève synthèse sur un peu ce qui a été dit autant par Driss que par Belkhattab, que là où nous en sommes aujourd'hui n'est pas tombé du ciel. C'est un long processus de maturation qui a fait qu'à un moment donné, l'ONU et toutes les parties prenantes ont constaté d'abord une chose essentielle, l'infaisabilité d'un référendum d'autodétermination auquel s'accroche encore aujourd'hui l'Algérie, par entêtement, parce qu'il n'y a rien d'autre à offrir sous prétexte que ce serait on peut entrer ça aussi dans le mot réalisme. C'est pas réaliste, justement, de demander des choses qui sont dépassées. Alors, sur ce, Kofi Annan avait nommé James Becker comme envoyé personnel de l'ONU ou du secrétariat général dans la région. Et il a dit, bon, ben, il nous faut quelque chose. Maintenant, il va falloir qu'on cherche quelque chose. C'est là que le Maroc a fait le pas. Il ne faut jamais l'oublier, que le projet d'une large autonomie au Sahara est une concession marocaine. C'est une concession. Le Maroc l'a concédé pour faire évoluer le dossier et faire preuve de sa bonne volonté. Or, ça a été dit tout à l'heure, quand on est allé à Manhast pour discuter et négocier, on a vu que tout le monde, le Maroc le sait, depuis le début, depuis 1973, depuis 1970, on n'a pas attendu Manhast pour dire que c'est l'Algérie qui est le problème, et non pas le Polisario, et non pas les Sahraouis. Et donc on a fait constater, de la même manière qu'on a constaté l'infaisabilité du référendum, on a fait constater l'infaisabilité d'une discussion
et d'une négociation avec les gens du Polisario, sachant que la décision est ailleurs et qu'à chaque fois, il faudrait qu'ils sortent de la salle, qu'ils aient consulté leurs démiurges algériens qui vont leur donner l'orientation. Et à un moment donné, au bout de je ne sais plus combien de rencontres, 6, 7, 8 ou 9, le Maroc a dit basta. Et c'est pour ça aujourd'hui le Maroc dit toujours, est-ce qu'on va discuter pour discuter? Est-ce qu'on va aller rencontrer des gens avec lesquels on a piétiné et fait du surplace? C'est bien ce qu'a dit le roi Mohamed VI dans son discours du 6 Donc, novembre. Le problème n'est pas de trouver une solution, mais le processus pour y parvenir. C'est-à-dire avec qui on discute et sur quoi on discute. Donc maintenant, on peut disons, saliver et fantasmer sur l'essor économique qui pourrait être celui de la région. Ce n'est pas du fantasme, c'est une réalité. Non. Pour peu qu'on puisse déclencher quand la vous posez autant d'argent. Je dis fantasme parce que tant qu'on n'a pas résolu le problème, on ne peut pas parler. On peut pas. Le Maroc s'occupe de sa partie. Le business a horreur. Le Maroc fait ce qu'il a à faire. Il y a un trafic commercial que l'ONU appelle à maintenir. Donc là, il y a. C'est-à-dire, il faut pas qu'on se cache derrière des arborescences de mots. Il faut dire le problème est d'abord l'ordre et la stabilité et la sécurité et la paix sans lesquelles il n'y a aucun développement économique possible. Alors, Abdelhamid Ben Khattab, on tourne en rond depuis un certain temps. Seulement, cette année, il y a eu 2 événements assez marquants qui désignent en fait l'Algérie comme étant une partie du problème. Et c'est donc le président français qui, à Alger, avait dit que ce problème se réglera après les discussions entre Rabat et Alger, qui avait dit ça en Algérie, et puis Horst Köhler qui avait parlé au Conseil de sécurité, qui a fait un parallèle entre le conflit France-Allemagne d'il y a quelques dizaines d'années et le conflit Algérie-Maroc actuel. Est-ce qu'on peut penser qu'avec ces 2 avancées majeures, c'est le président d'un pays membre du Conseil de sécurité et c'est l'envoyé spécial qui parle clairement de l'Algérie et du Maroc, est-ce qu'on peut considérer ou penser ou espérer ou attendre qu'il y ait un changement de statut de l'Algérie comme le réclame le Maroc? Ce n'est pas un État voisin seulement, c'est un État voisin géographiquement, mais c'est un État parti au conflit. Absolument, l'Algérie est un État parti dans le problème. Et lorsque... et tout le monde le sait d'ailleurs, tout le monde le sait, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que c'est l'Algérie qui finance le Polisario, c'est l'Algérie qui abrite les camps du Tindouf, n'est-ce pas? C'est l'Algérie qui défend les idiots, les grands idiots du Polisario. Et c'est l'Algérie, en fin de compte, derrière laquelle se retranche le Polisario pour dire, bon voilà, il n'y a pas de solution à l'affaire du Sahara si ce n'est l'indépendance totale. Alors que l'indépendance totale d'un État, d'un micro-État prétendu... c'est une précondition. Oui, bien voilà, donc c'est une absurdité. Tout le monde sait que le Polisario ne peut pas constituer un État fantoche dans la région. Ce n'est bénéfique pour personne, ni pour les grandes puissances, ni pour le Maroc, ni même pour l'Algérie. Et pourtant, les Algériens s'obstinent à défendre ce mouvement séparatiste, justement par inimitié au Maroc, parce qu'on sait très bien que l'inimitié des dirigeants algériens envers le Maroc date depuis longtemps, et c'est une inimitié qui a des soubassements idéologiques, mais aussi politiques, puisque la stratocratie algérienne ou la junte militaire algérienne cherche une certaine hégémonie régionale. L'Algérie ne peut pas accepter, absolument ne peut pas accepter à ce qu'il y ait un grand Maghreb, et qui fait vivre ce problème. Voilà, un grand Maghreb multipolaire, c'est-à-dire sinon bipolaire, où il y a l'Algérie et le Maroc. Pour eux, c'est l'Algérie et rien de plus. Donc on voit très bien que l'Algérie est un pays ou un État parti dans le problème, et on ne peut pas concevoir une solution sans que l'Algérie ne soit aussi partie dans la solution. Donc ça a été dit, ça a été redit. On peut penser que c'est en train, parce que dans la résolution, il y a une insistance sur le fait que les pays voisins doivent s'impliquer plus et mieux, résolument, encourager, souligner, etc. Donc tous les termes montrent que l'ONU commence à montrer quelques signes d'impatience, que bon, on y va, on règle ce problème, parce que justement, Driss Issaoui, il semblerait que ce problème soit plus appréhendé sous l'angle sécuritaire et économique de domaines où le Maroc est tenu pour
bon élève, vu sa maîtrise en matière de sécurité, vu ce qu'il a fait en matière d'économie et ce qu'il a construit en matière d'économie. Alors en quoi cette donne pourrait-elle influer sur le sort de discussion? Mais rassurez-vous, vous répondrez après la pause. La moitié de l'émission est déjà passée, nous nous retrouvons après quelques minutes. Merci. Bonjour, nous entamons la seconde partie de notre débrief consacrée aujourd'hui au dernier rebondissement de l'affaire du Sahara à l'ONU et à l'état de la majorité gouvernementale. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en discutons avec Naïm Kamal, directeur de Kuwait.ma, Abdelhamid Belkhatab, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat, et Driss Issaoui, analyste politique. Driss Issaoui, juste avant la pause, je vous posais la question du changement d'angle d'examen de ce dossier par l'ONU. Actuellement, on parle beaucoup sécurité, on parle beaucoup économie. Le Maroc est considéré comme bon élève dans ces deux domaines qui interpellent le monde entier. En quoi pensez-vous? Ou alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un changement de mode de pensée du Conseil de sécurité pour cette affaire du Sahara à l'aune de ces deux éléments? Ce n'est pas un problème du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité sait quelles sont ses priorités. Et c'est pour cela qu'il est allé dans cette nouvelle dynamique, si on peut l'appeler ainsi. Le problème, c'est le back-office idéologique au niveau de ceux qui gèrent le dossier au niveau d'Alger. Nous avons des gens qui sont hérités justement de la guerre froide. C'est une nomenclature militaro-politique, etc., qui s'est constituée des intérêts sur la base justement de ce dossier, et ils ne sont pas prêts à changer d'attitude. Maintenant, comme on dit, la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc, si ces gens sont incapables d'avoir un autre paradigme et regarder le sujet avec d'autres lunettes et se dire que la responsabilité historique, c'est de se situer sur un autre terrain que celui de l'adversité ou de l'hégémonisme, si on n'est pas prêt à cela, on ne résoudra ni les problèmes de tension au niveau du Sahel, ni la stabilité du Maghreb, rien du tout. Ni la coopération économique dans toute la région. Alors, la coopération économique... Donc, par la résolution. Non, justement, on veut construire un substrat économique à l'intégration régionale à laquelle appelle tout le monde. C'est-à-dire, on ne peut pas réfléchir. Le Maghreb, c'est quoi? C'est 200 millions d'habitants. C'est un marché qui peut être intéressant, mais il n'est pas... Un peu moins. Presque. On va dire à peu près 120 millions. 100 millions, 120, voilà. Etc. Donc, on n'est pas capable aujourd'hui de mettre autour d'une table et de faire des projets, à part le frémissement avec l'ouverture des frontières avec l'Algérie pendant un moment, mais ça a été une petite parenthèse qui a été vite balayée d'un revers de la main. Aujourd'hui, on est devant une position complètement incompréhensible de l'Algérie qui est en train de maintenir une position ou dire non, il faut revenir à cela. Sachant qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, il y a une évolution institutionnelle qui s'est opérée, il y a le Maroc qui a connu des évolutions extraordinaires avec beaucoup de réformes, il se positionne sur l'Afrique autrement. Le Maghreb, l'Algérie particulièrement, a tout intérêt à s'amarrer à cette nouvelle dynamique. Mais aujourd'hui, je pense que, comme c'est un État qui est géré dans une logique de rente, et la rente, elle est pas seulement économique ni financière, c'est une logique de rente politique. Aujourd'hui, je pense que les gouvernants d'Alger sont incapables de regarder ce problème autrement que par il devrait y aller parce qu'on parle de... nécessaires à la durabilité de leur pouvoir. Au maintien de leur pouvoir. Alors on parle de tous les rapports mondiaux ou régionaux parlent de perte à peu près d'entre 2 à 3 points de croissance de PIB pour la région. On fait le calcul, nous sommes sur des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars depuis que ce problème a commencé il y a 40 ans. Alors Naïm Kamal, on va clore ce sujet avec vous. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion de Genève en décembre, si elle se tient? Qu'est-ce que vous voulez que j'en attende quand vous avez la position algérienne? On sait que Horst Köhler a envoyé les invitations à cette rencontre. Il l'a fait savoir, avant même d'avoir la réponse de tout le monde, mais on sait que l'Algérie n'a pas encore répondu. Même si elle laisse croire mais que... le Polisario s'est empressé d'accepter. Le Polisario, ça n'engage que lui. Et il n'engage personne alors qu'on sait que sans l'Algérie, il n'y a rien. C'est normal, lui, qu'il dise oui, sachant qu'il veut piéger le Maroc. On devine la tactique. Et les simplistes, ça ne va pas marcher. Mais l'Algérie, les éléments de langage qui ont été distillés par l'Algérie concernant cette réunion,
c'est d'abord de considérer que l'organisation même de ces négociations directes, entre guillemets, est une victoire. Déjà, on est dans une logique qui n'est pas celle de la négociation, puisqu'avant même de commencer, on crie au triomphe, c'est de vouloir indisposer l'interlocuteur. Un. Deux, sur le... Rapidement pour le deux, parce qu'on va passer au deuxième sujet. D'accord. Sur le statut de l'Algérie, dans ces négociations, le Maroc dit qu'il faut que l'Algérie vienne comme partie prenante fondamentale et essentielle. L'Algérie a fait dire par ses organes de presse les plus officiels, entre autres El Moujahid, qui précise que c'est le format 2+2 de Manhasst, c'est-à-dire ce qui a échoué, qui doit prévaloir, et que ce format, c'est les termes de El Moujahid, n'est pas discutable ni sujet à débattre. Avec ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez espérer ? Donc on va continuer dans l'obstruction, si j'ai bien compris. On parle de table ronde. L'invitation a été lancée pour une table ronde. Ce sont les termes diplomatiques. Il est difficile de faire une table ronde à deux personnes. Je crois, vous voulez ma conviction intime et personnelle. Oui, bien sûr. Ce qui est un pléonasme. C'est que Horst Köhler a péché par précipitation. Il a envoyé les convocations ou les invitations aux pays et aux parties prenantes pour assister à cette étape comme des négociations directes. Il a fait savoir... Des discussions préliminaires, l'a fait savoir, il faudrait lui dire aussi, il a fait savoir avant même que les pays concernés, c'est-à-dire le Maroc et l'Algérie, ne donnent leur réponse, leur fixant même, ce qui est une forme d'ultimatum indélé qui est le 20 août, le 20 octobre, pour donner une réponse, une sorte de, si vous avez une réponse négative, cela pourrait avoir une influence sur la résolution du Conseil de sécurité qui est prévue pour le 29 octobre. Ce n'est pas une démarche très diplomatique, c'est peut-être très germanique, très carré. Ça peut être bon parfois, mais je ne suis pas sûr que la situation dans la région soit mûre à cette démarche. Vous savez, on va penser qu'un peu de rigueur germanique pourrait faire beaucoup de bien à ce dossier qui est en train de tourner en rond depuis plusieurs années et imposer aux gens de venir discuter et s'impliquer et ne pas continuer de se cacher derrière des raisons qui ne sont pas véritablement des raisons. On passe au deuxième thème. Bien sûr, forcément. Deuxième thème, le RNI a donc attaqué le PJD la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, par la voix du ministre de la Jeunesse et des Sports et membre dirigeant du parti, Rachid Talbi El-Alami. Cette attaque a été relayée la semaine dernière par plusieurs dirigeants du parti. Le PJD a riposté avec la même véhémence, demandant le départ de Talbi El-Alami du gouvernement. Le PPS et l'USFP, membres de la majorité, ont aussi regretté ces attitudes et appellent à la cohésion. Alors, Naïm Kamal, un rapide rappel des faits, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous y étiez peut-être? Oui, j'étais à Marrakech, j'ai vu ça. Non, on a eu dans la chronologie la campagne qui avait ciblé le président du RNI tout au long de l'été et un peu avant l'été par cette fameuse campagne de boycott. Et Aziz Arnouch a été exposé, il a vécu, je crois, je n'en sais rien, il ne m'en a jamais rien dit, une longue période de solitude, pendant laquelle il a gardé un certain silence, une certaine réserve, jusqu'à la réunion du bureau politique à Tanger. Je crois que c'était en août ou en juillet, fin juillet, début août, qui a relancé la machine du RNI dans le fonctionnement. Et puis il y a eu l'université d'été en septembre, je crois que c'était le 21 et le 22 septembre à Marrakech, où la direction du RNI est allée à la rencontre de sa jeunesse pour discuter la rentrée politique, pour discuter perspectives, pour discuter les problèmes qui intéressent l'organisation et la machine RNiste. Et on a retrouvé un Aziz Arnouch requinqué d'attaque. C'est ce qu'on a pu voir, assez offensif. Et également, les autres dirigeants du RNI, notamment Talbi El-Alami, qui a fait une sortie en règle contre le PJD, insinuant même qu'il est au service d'un agenda caché qui serait
en attente d'une prise de pouvoir. C'est ce qu'avait dit Rachid Talbi al-Alami, c'est ce qui lui avait été reproché par le PJD, alors quelle a été la réaction du PJD? Le PJD, dans un premier temps, il a réagi violemment, par notamment le billet de son secrétaire général adjoint, Slimane Lamrani. Sur Facebook. Sur Facebook, à titre presque personnel. Oui. Mais ça, comment dirais, c'est du Distribution de pignolage. Je réagis ici, je ne réagis pas là. Et il a été assez agressif avec Talbi al-Alami en essayant tout de même de personnaliser la discussion plus que de l'englober à l'ensemble du RINI. Par la suite, il y a eu l'attitude du bureau, du secrétariat général du PJD, et là on est monté dans une autre échelle qui a dénoncé l'attitude du PJD et du RNI, et on voyait que la sauce montait, que ça pouvait exploser à n'importe quel moment. Les deux autres partis notamment de la qu'il y a eu des sorties du côté du PJD, du côté du RNI, par Oujar et par la jeune fille Yasmine Lemrouar, la vice-présidente de la jeunesse du RNI. Voilà, exactement, qui sont montés au créneau pour prendre la défense. Ça a été repris aussi par Mohamed Oujar en meeting à Oujda, et bien avant, il a fait un communiqué. Alors il y a eu, il y a eu un communiqué. Alors il y a eu aussi réaction de deux autres membres de la majorité que sont le PPS et l'USFP. Le MP était en congrès, donc il vient de reconduire son secrétaire général. Tout le monde a voulu y mettre son gras. Maintenant le PJD est en train d'envoyer des messages d'apaisement. De dire, on va considérer que tout cela fait partie de la vie normale et que on va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le développement de ce pays. Mais vous savez, la vie d'une majorité est toujours comme ça, surtout quand c'est une coalition, c'est une alliance, il y aura toujours des clashs, des affrontements. Cela dit, il ne faut pas croire que ce qu'a dit Rachid Talbi al-Alami à Marrakech est entièrement faux. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis. Rachid Talbi al-Alami. Bien, alors il y avait actuellement cet antagonisme entre le PJD et le RNI, Abdelhamid Belkhattab. Avant, il y avait un antagonisme entre le PJD et le PAM. Maintenant, depuis les élections, le PAM est quelque part en retrait. Et puis, aussi bien le PJD que le RNI ont changé leur direction et les relations semblaient, ma foi, très, très courtoises entre les deux chefs, entre les deux partis, malgré des petits tiraillements par-ci par-là, mais rien de grave. Qu'est-ce qui a fait que les choses s'enveniment rapidement comme ça? Est-ce qu'il y a tension sociale? Qu'est-ce qui a fait que ça en arrive à ça? C'est un concours de circonstances, je crois, mais je crois que la raison principale de cette crise-là, je crois, c'est que l'origine même de l'alliance gouvernementale n'était pas saine. Parce qu'on sait très bien dans la science politique que les alliances sont soit des alliances idéologiques, soit des alliances programmatiques, c'est-à-dire sur la base d'un programme, soit des alliances accidentelles. Là, on est devant presque une alliance accidentelle. Pas opportuniste, opportune. Voilà, accidentelle. Nous sommes des alliés, mais nous ne sommes pas des alliés ni sur le programme, ni sur les idées. Donc, on n'est pas amis, on est alliés. Voilà, donc on est là par la force des choses. Le problème qui se pose maintenant, comment gérer cette différence pour ne pas devenir une certaine adversité. Maintenant, on est entré dans la phase de l'adversité. Mais je crois que si l'RNI avait véritablement ou pense véritablement ce qu'il disait ou ce que disaient ses dirigeants, la solution est facile. On doit sortir du gouvernement, tout simplement. Donc on voit très bien que la surenchère qui a été livrée par un certain nombre de dirigeants reste une surenchère, je dirais, à la marge du gouvernement, mais c'est une surenchère qui atteste de la crise profonde qui traverse cette alliance-là. C'est vrai, tout le monde se maintient dans le gouvernement et personne ne veut faire éclater ce gouvernement, mais on veut tout de même faire savoir qu'on n'est pas content. Et je crois que dans les alliances politiques, lorsqu'on n'est pas content, on claque la porte. Alors maintenant, on parle ici de Aziz Akhnouch et de Talbi al-Alami. Ce sont des responsables et des membres du gouvernement. Si on veut véritablement critiquer le gouvernement, là, on claque la porte immédiatement. Mais on voit très bien que la position du parti RNI est une position qui reste toujours ferme. Nous sommes dans le gouvernement.
ne sont pas ailleurs. Et alors on ne peut pas aussi jouer un double jeu. Et on voit très bien que la réponse du alors, c'est un double jeu PJD... ou l'affirmation de leur position? Parce qu'ils semblent tenir camper sur leur position. Est-ce qu'ils sont clairs? Ils ont toujours dit ce qu'ils ont dit, sauf que maintenant ils l'ont dit d'une manière un peu plus hard. Est-ce que c'était véritablement un double jeu ou alors ils disent tout simplement ce qu'ils pensent, à charge pour le PJD de revenir en arrière? Ils disent ce qu'ils pensent, mais je crois lorsqu'on est membre du gouvernement, lorsqu'on est membre d'une coalition politique, on doit tout de même respecter un minimum d'étiquette, hein, de comportement politique. On ne peut pas dire n'importe quoi et n'importe comment. On doit tout de même respecter la structure enfin respecter le jeu en général. Ce qu'on voit là, c'est qu'on est véritablement, on n'est pas d'accord avec le PJD. Le PJD n'est pas un parti qui jette des fleurs à ses alliés. On voit très bien que nous sommes devant un parti qui pense en termes de parti qui a toujours raison. D'accord? C'est vrai, c'est difficile à traiter avec ce genre de parti. Tout de même, lorsqu'on est allié... l'hégémonisme au sein de la majorité. Alors justement, Driss Aissaoui, imaginons, continuons sur le raisonnement du professeur Belkhatab, imaginons que le RNI tienne à ses positions, que le PJD ne veut pas revenir en arrière et que le RNI claque la porte et s'en aille. Qu'est-ce que vous pensez qui se passera? Il a quand même 40 députés, c'est une quarantaine de députés sur une majorité de... c'est de la politique fiction que vous me demandez. Moi, je voudrais revenir... Donc vous êtes optimiste? Non, je ne suis pas optimiste, je suis réaliste. Il faut revenir à une chose. Alors, pour poser le débat, il y a une majorité absolue à 198. Absolument, oui. Ils sont actuellement à 240, le RNI à 40 voix. S'ils se retirent, on se retrouve avec une majorité extrêmement étriquée. Est-ce que c'est viable pour Toumani? D'abord, il faut qu'on revienne depuis tout à l'heure... L'UC comptait dans les chiffres? L'UC n'est pas... Oui, bien sûr que l'UC est compté dans les 240. Il ne faut jamais qu'ils sont allés ensemble. C'est-à-dire que si le RNI et l'UC sortent, la majorité tombe. Si on doit compter, ça, ils sont aussi alliés objectifs de l'UCP et du MP, le RNI. C'est-à-dire qu'il y a deux têtes dans ce gouvernement où ils marchent sur deux pieds, RNI et PJD. Dans toutes les discussions, qu'elles soient sérieuses ou de salon, il y a toujours des supputations de ce genre. Moi, je voudrais revenir à une chose. Je ne comprends pas que des partis politiques sérieux puissent... il est normal qu'ils aient des différences d'approche, de vision. Quand ils ont signé la charte de la majorité, cela veut dire qu'il y a des organes de concertation, des organes de discussion, où ils se retrouvent de temps en temps pour évaluer leur action, etc. Parce qu'en fait, ils se sont engagés devant les électeurs à réussir un programme. Or, on a remarqué que le programme gouvernemental était très éclectique et qu'il était appliqué selon les angles d'attaque des uns et des autres, jamais de cohérence dans la mise en œuvre de la politique, ce qui a amené le roi à tout le temps à les rappeler à l'ordre, à leur dire qu'il y a un certain nombre d'objectifs qualitatifs qui n'ont pas été réalisés. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse se faire des guéguerres de ce genre par médias interposés. C'est extraordinaire. Est-ce qu'ils sont incapables de parler ensemble, de laver leur sale linge ensemble et de venir devant le citoyen parce qu'il y a des urgences. Il y a l'urgence, d'abord, de la problématique des jeunes. C'est ce que dit le parti de l'Istiqlal qui se tient en embuscade. Non, mais l'Istiqlal n'a pas fait mieux, par ailleurs. Il n'a pas mieux fait quand il était au gouvernement. Ça, il ne faut pas qu'on jette l'anathème sur les uns ou les autres. Ce qui est problématique, depuis que le PJD est au gouvernement, avec Ben Kiran ou dans cette formule-là, et surtout avec... en fait, c'est presque des majorités qui ont été fabriquées. Elles ne sont pas naturelles. Et c'est le professeur Belkhatab tout à l'heure l'a souligné. Ce sont des références idéologiques complètement différentes, des projets de société différents qui se retrouvent en train de gérer les affaires publiques. C'est-à-dire qu'on est parti sur des majorités quantitatives et pas qualitatives. En principe, c'était des agglomérations arithmétique pour avoir la majorité au niveau du Parlement pour faire passer la loi de finances. Mais à tout le temps, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de regarder de près le fonctionnement de ce gouvernement multi-parti, donc un melting pot, on a toujours vu qu'il n'y a aucune cohérence entre eux et que même l'autorité du chef du gouvernement a été remise en cause à plusieurs reprises et qu'aujourd'hui, on a une urgence.
celle d'aller vers les chantiers essentiels du Maroc, parce que quand on prend un retard, il est exponentiel. Quand on n'investit pas, par exemple, sur la mobilisation des ressources en eau, ça c'est exponentiel. Quand on fait ce qui est arrivé avec Talib el-Alami ou avec, disons, à travers ces guerres qui ont été déclarées, c'est une campagne électorale avant terme. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le RNI avec Akhnouch qui a commencé une mobilisation avec de grands moyens et surtout... En se projetant directement en 2021. Mais c'est de bonne guerre. Sincèrement, normal, le travail fait par Akhnouch pour élections. structurer son parti, pour avoir des représentations régionales dignes, pour avoir des organisations parallèles, c'est très bien. Mais maintenant, ça a été élu différemment parce que les gens du PJD ont compris qu'il y a péril dans la demeure, donc il fallait absolument aller vers cela. Donc, et là, ils mobilisent, disons, une armée de soldats de l'ombre au niveau des réseaux sociaux, etc., pour s'attaquer ici et là. Mais je pense que ces responsables politiques auraient dû avoir assez de raisons pour pouvoir discuter dans les cénacles qui leur sont consacrés pour dire voilà comment on va gérer. C'est vrai, vous nous avez insultés, on fait comment on s'en sort. Mais maintenant, le différent qu'il y a entre les partis politiques, il est beaucoup plus grave. Ce n'est pas une simple communication dans un congrès ou un truc comme ça qui fait déborder le vase. Ce qui a débordé le vase, c'est justement cette incompatibilité de ligne de conduite, de ligne idéologique qui fait que le gouvernement restera toujours éclectique et on n'aura pas cette force de frappe qui va pouvoir exécuter tous ces chantiers. Alors avant de parler entre eux, j'arrive à vous, Naïm, juste une question à Abdelhamid Belkhatab. Avant de parler avec ses alliés, Saadine Latmani, qui est le patron du PJD, doit d'abord parler à lui-même, c'est-à-dire à son parti. Il y a actuellement un dialogue interne qui semble être depuis le temps devenu un dialogue de sourds. Est-ce que le PJD est toujours le parti dominateur, triomphant qu'il a été jusque-là, enfin depuis 2011, ou alors c'est un parti dont l'étoile est en train de décliner, de pâlir? Je l'ai dit, je l'ai répété, même lorsque le PJD était au summum de sa gloire, le PJD est en train d'évoluer vers un parti normal dans le contexte marocain. Il ne sera plus un parti exceptionnel comme ça a été le cas en 2011. Et nous assistons actuellement à ce changement, à cette, je dirais, à cette érosion interne. C'est une érosion due au pouvoir d'abord, mais c'est une érosion aussi due à l'idéologie portée par le parti lui-même, puisque nous sommes devant un parti qui a été basé sur la da'wa. Et puis, à un moment donné, arrivé au pouvoir, il y a des clans qui vont se différencier. Il y a le clan des politiciens qui va se mettre à part et le clan des da'awistes, c'est-à-dire des gens des da'wa, qui vont se mettre à part. Et c'est pour ça qu'ils insistent beaucoup sur la dissociation entre le mouvement unicitaire et le rapport entre ces deux clans n'est pas toujours un rapport, je dirais, de symbiose. Donc on voit très bien que le PJD est en train d'évoluer pour devenir un parti banal dans le contexte marocain. Mais le problème qui se pose pour le PJD, c'est qu'il n'a jamais bien traité ses alliés. C'est ça la vraie question. Pourquoi? Parce qu'il est novateur, il est un novice dans le champ politique. Et on voit très bien que les membres ou les dirigeants du parti, c'est vrai, le Hetmani a un certain talent pour bien pour équilibrer les choses, mais le parti est là, il n'a pas encore évolué ou développé des méthodes de gestion des rapports avec d'autres partis, d'autres... Il a une approche quantitative dans ses rapports avec ses alliés, mais de l'autre côté, il a aussi une demande qualitative, puisqu'on se rappelle de Belkhiane qui avait demandé à avoir le RNI avec lui pour la maîtrise, pour la compétence de certains cadres du RNI. Naïm Kamal, une dernière remarque peut-être? Vous vouliez réagir ce que je voulais dire d'abord, qu'un parti, quand il est le premier parti d'une coalition, a toujours une propension à être dominant. À être expansif. On l'a vu avec l'USFP, d'Abdelrahman Yousfi, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, comme on l'a vu avec le Istiqlal, on le voit un peu partout. C'est-à-dire, tout le problème est de savoir comment raison garder quand il s'agit de tenir des équilibres.
Et le problème aujourd'hui, c'est que le PJD se positionne, se victimise. Il est tout le temps l'objet, enfin, il se considère comme l'objet d'une attaque, d'une agression qui voudrait réduire sa représentativité. Et en conséquence, chaque fois qu'il y a une critique qui le touche, il en fait un problème. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du débrief. Restez sur Média TV. Merci. Bonsoir.